Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne de Sfera pour une nouvelle interview avec Marco Da Silva qui joue à Saint-Amand en N3. Allez, c'est parti. Bonjour Marco. Bonjour Eva, Tu vas bien? toujours en forme, Toujours? sous ce beau temps, Ouais, c'est vrai, on a de la chance. pour une fois. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, ton côté sportif, ton côté professionnel si t'en as un, ton côté un petit peu perso et aussi si t'es éducateur Bien sûr, donc je m'appelle Marco Da Silva, j'ai 32 ans, marié, papa de deux petites filles, une de 4 ans, une de 8 mois, donc épanoui au niveau familial. Footballistiquement, donc commencé le foot à 6 ans, je suis passé par Compiègne, j'ai ensuite intégré donc l'INF Clairefontaine, j'ai ensuite signé donc à Valenciennes, formé donc à Valenciennes, j'ai signé mon premier contrat là-bas. Après, pour diverses raisons, on y reviendra, je pense, dessus. Donc, j'ai dû m'exiler donc un petit peu à l'étranger. Et pour différentes raisons, j'ai dû revenir également en France. Et ici à Saint-Amand, me voilà. Et je suis donc encore joueur et également éducateur donc, de la catégorie U15, donc qui sont en R2. Et j'interviens aussi au niveau des sections sportives collège et lycée. Ok. Donc, il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Il y a du taf. Ça donne quoi dans une semaine type tout ça? Dans une semaine classique, allez, on va prendre donc le lundi. En général, le lundi, voilà, j'interviens du moins donc sur la section donc collège. Le soir, j'ai entraînement donc avec la N3, allez, de 19h30 à 21h30. Le mardi, donc c'est plutôt le matin, j'interviens donc sur la section lycée. Le soir, j'ai entraînement avec mes petits U15, donc pareil de 18h à 20h. Le mercredi, section collège entre les midis, plus entraînement donc des seniors le soir, toujours dans les mêmes horaires. Jeudi, section lycée, plus mes U15 le soir. Et le vendredi, entraînement avec les U15, plus entraînement avec les seniors le soir. Samedi, match avec les plus petits, avec les U15. Et dimanche, match avec les seniors ou vice-versa. En général, c'est inversé. Et ça va dans tout ça? 7 jours sur 7, on est... Pour s'organiser Pour s'organiser, ça va. C'est plutôt madame à la maison. C'est un petit peu plus compliqué pour l'aider, notamment le soir et les soirées pour coucher les petites. Mais sinon, non, au niveau d'organisation, ça va quand on est bien organisé. Moi, j'ai quitté la maison depuis mes 12 ans en allant à Clairefontaine. Donc, je suis devenu autonome assez rapidement et on est obligé de se former et de s'organiser de manière solitaire en fait, depuis très très jeune, quoi. Ok. Et du coup, tu nous as dit que tu es coach. Et d'où est venue justement cette idée de devenir coach en plus d'être joueur encore? En fait, ça me paraissait la logique à suivre. Donc en fait, moi, je me suis expatrié donc, en Slovénie en 2017-2018. Je devais avoir 25-26 ans. Donc j'ai fait 3 ans et demi là-bas. J'ai dû arrêter à cause d'une pubalgie que je n'arrivais pas à soigner. Et après, forcément, on se pose la question de que vais-je faire? Donc être coach, ça me paraissait la suite logique, mais à côté de ça, par exemple, je suis très très curieux et si ce n'avait pas été le foot, j'aurais sûrement suivi une autre voie extérieure qui m'aurait tout aussi plu et avec laquelle j'aurais fait de manière avec beaucoup beaucoup de plaisir, quoi. C'est difficile d'entraîner des U15 ou ça va? Ça va, franchement ils sont réceptifs. Moi j'ai la chance d'avoir un très bon groupe en plus, avec beaucoup de qualité. Ou en plus niveau comportement, niveau assiduité, au niveau valeur, c'est vraiment un groupe avec de la valeur, avec des valeurs, pardon. Donc non, c'est du plaisir. Ils sont dans l'adolescence. Il y a les filles qui commencent aussi à surgir à cet âge-là. Donc, mais ça va, ils restent sérieux et c'est plutôt cool, ça va. Ok, bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, exactement. Et du coup, tu nous as dit que tu as fait ta formation à Clairefontaine. C'est ça. Comment ça se passe? Alors, donc, en fait, nous, on n'a aucune démarche à effectuer. Donc, moi, j'étais encore à Compiègne à l'époque. Je pense que Compiègne doit renseigner, allez, peut-être entre 5 et 10 joueurs sur qui ils pensent qu'il y a un potentiel. Donc, ça commence par des tours un peu de district de l'Oise, etc. Okay. Et en fait, vous avez il me semble que c'était 5 tours à passer pour arriver donc, au tour final de Clairefontaine. Ils nous avaient annoncé à l'époque, donc vous étiez 1500 au départ, vous serez 25 à l'arrivée. Donc
Donc voilà, c'était sous forme de détection. Puis chaque tour, il faut valider du travail technique du jeu. Deuxième tour, pareil, du travail technique du jeu. Ensuite, du travail aussi athlétique, technique, jeu. Et ça, plus les tours avançaient, plus c'était compliqué, plus il y avait de niveau. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer donc à l'époque Clairefontaine et maintenant ceux de l'Oise. Donc si j'étais à l'heure actuelle encore U12, U13 et que j'étais toujours à Compiègne, par exemple, maintenant ils viennent sur Liévin, ils vont plus Ok. sur Clairefontaine dû à la distance. Enfin, la distance ça va, mais dû au trajet qui est un petit peu plus compliqué pour aller en région parisienne que venir ici dans le nord, ils ont fait le choix de changer. Ok. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit là, est-ce que c'est ça qui t'a permis justement d'intégrer Valenciennes juste après? Oui, donc très très clairement. Donc nous à Clairefontaine, on a la chance d'être suivis par beaucoup de clubs, il y a beaucoup de recruteurs qui viennent de scruter entraînement, match, il y avait toujours du monde. Donc moi à l'époque j'avais pas mal de sollicitations, donc tout allait bien. J'ai fait le choix de ne pas signer ni ma première année ni la deuxième année. Malheureusement, donc après je me suis blessé. Je n'avais plus forcément beaucoup de clubs sur la fin, mais j'ai quand même eu voilà, donc des clubs comme Valenciennes qui s'intéressaient donc à moi et où j'ai signé. Et à l'époque c'était donc Gabriel Deméné qui était donc responsable du centre de formation qui était tout neuf ou qui allait être tout neuf, je me rappelle même plus, qui était tout neuf. Et donc j'ai intégré donc, à mes 16 ans le centre donc, de Valenciennes, qui était à l'époque en Ligue 1 et qui malheureusement va descendre en national. Ça arrive, ça arrive. Mais pour mieux remonter après. Exactement. Voilà, ce sera un bon nouveau départ. Du coup, quand tu es arrivé justement à Valenciennes, ils étaient en Ligue 1. Ouais. C'est dur d'intégrer justement un groupe comme ça qui est en élite. Bah, en fait, nous, si vous voulez, Clairefontaine, donc on était déjà habitués. Donc nous, notre dernière année à Clairefontaine, si vous voulez, on jouait déjà contre des équipes qui étaient un an plus vieilles que nous. Donc on avait un très gros groupe, on avait Rennes, on avait le PSG, donc on était déjà habitués à jouer des grosses structures. Donc moi, je suis arrivé à 16 ans donc à Valenciennes. Donc j'ai intégré, donc à l'époque, c'était encore les 18 nationaux avec Jérôme Foulot comme coach. Donc je suis rentré dans le groupe, l'adaptation s'est plutôt bien faite. Il n'y a pas eu un gros décalage au niveau technique parce qu'au niveau technique vous êtes plutôt très bien armé quand vous sortez de Clairefontaine. C'était plus sur le travail athlétique où nous on n'était pas habitués à faire du travail intermittent, on n'était pas habitués à faire du travail athlétique sans ballon. Donc la plus grosse différence c'est faite là, mais après vous y adaptez très très vite. Au bout d'un mois, 2 mois, vous adaptez et après ça roule tout seul entre guillemets, quoi. Et du coup, tu as réussi à faire ta place au Donc fil des années. j'ai réussi à faire ma place. J'ai dû faire mon premier entraînement du coup. J'ai dû arriver en août. J'ai dû le faire en novembre de l'année d'après. Donc j'avais tout juste 17 ans. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire un entraînement par semaine, puis 2 entraînements donc par semaine, jusqu'à intégrer le groupe définitivement. Je devais avoir 18 ou 19 ans et de signer mon contrat professionnel donc dans la foulée. À l'époque, il y avait quand même des très bons joueurs, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu et avec le recul, c'était tout à fait normal parce que ceux qui étaient à mon poste, c'était au-dessus de moi, ils avaient l'expérience, ils avaient le physique, donc même si vous êtes armé donc techniquement en Ligue 1 c'est quand même assez compliqué, donc j'ai dû faire preuve de patience et mon premier match titulaire je ne l'ai fait qu'à mes 20 ans ou même mes 21 ans, donc j'avais fait beaucoup de rentrées avant, mais mon premier match titulaire je l'ai fait quand même assez tard. Mais tu as pu au moins tirer des enseignements justement de ceux qui étaient un peu plus expérimentés. Bien sûr, vous apprenez quoi qu'il arrive sur le moment, donc on est forcément frustré donc de ne pas jouer, de se demander pourquoi. J'ai l'impression que voilà, je suis à niveau égal avec ce joueur-là, mais en fait, on n'est pas objectif. On a envie de jouer, on a envie d'aller sur le terrain tout de suite, et on ne se rend pas compte que le contexte extérieur, l'adversaire, l'analyse. Le côté aspect mental, aspect physique, il est hyper important et si vous n'êtes pas armé au moment T, donc c'est dur, quoi. Donc faut pas brûler les étapes et malheureusement faut être patient et c'est ce qui se perd beaucoup à l'heure actuelle. Donc les jeunes joueurs ils ont plus envie d'entendre parler de patience
Et je pense que c'est un très très gros problème parce que ça avantage ni les jeunes joueurs, ça avantage ni les clubs, donc c'est assez problématique, quoi. Donc, Puis au final, pour toi, la patience, ça a eu un bon côté avec justement les premiers matchs joués. Bien sûr, donc pas forcément donc à contre-cœur, hein, vous Ouais, êtes patient, oui, mais c'est à sûr. contre-cœur, mais au final vous continuez de travailler et de bosser. Et c'est ce qui reste le plus important, c'est vraiment travailler, rester assidu, rester concentré, rester motivé, même si c'est pas facile de ne pas jouer, de ni redescendre. Donc moi je faisais quasiment toutes les feuilles de match, mais je jouais même plus avec la réserve, quoi. Donc moi j'ai quasiment fait une année où je n'ai pratiquement eu pas de temps de jeu, et ça pour la confiance, dès qu'on vous remet sur le terrain derrière, c'est assez problématique parce que vous n'avez plus de repères. Ok, les entraînements c'est bien, mais ça n'a C'est rien pas à voir pareil. avec les matchs. Donc ça a été assez compliqué. Mais bon, après voilà, cette saison-là, j'ai fait une vingtaine, 25 matchs donc avec la Ligue 1, et puis voilà, quoi. Et du coup, après, tu as eu l'expérience aussi de la Ligue 2, c'est ça? Donc moi la Ligue 2 je ne l'ai pas connue, je me suis fait donc à la reprise directement donc le genou, donc j'ai fait ligament donc croisé, je suis resté 2 ans et demi à l'arrêt, donc j'ai eu beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que j'ai dû derrière m'expatrier donc en Slovénie à l'étranger, parce qu'en France c'était très très compliqué de retrouver Ligue 1, sachant que vous avez qu'une vingtaine, trentaine de matchs, c'est compliqué, et Ligue 2 les clubs quand vous restez un an et demi, 2 ans, là c'est 2 ans et demi sans rien faire. Ils ferment, ils ouvrent pas forcément les portes, donc je me suis exilé donc à l'étranger, en Slovénie, sur une première division où voilà, l'objectif c'était de retrouver un club de première division, avoir une assez belle vitrine par rapport au club extérieur et de pouvoir rebondir de cette manière-là, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait justement ce choix de la Slovénie? Mon agent à l'époque, donc financièrement on avait mieux, mais pas en niveau de division. Donc moi mon agent il était des pays de l'Est, donc c'était un Français mais originaire des pays de l'Est à l'époque. Ouais. Et donc ses contacts m'ont amené là-bas, et au final le choix il a été bon, parce qu'en fait quand je suis parti là-bas j'ai jamais été autant sollicité que par des clubs, quoi. Donc c'était par de la Russie, de la Turquie, ou voilà, c'était des clubs un peu des pays plus de l'autre côté, pas forcément européens. Mais pour se redonner une deuxième chance, c'était le bon choix, quoi. Et le football, comment dire, slovène, il est comment? Donc Très différent? Non, pas différent. Assez surpris donc du niveau. Donc le niveau était bon. Par contre, c'était très très jeune. Avec ils sont que sur du former et revendre le plus rapidement possible. Donc le championnat était très très jeune, mais structure de qualité, club de qualité, joueurs de qualité. Après, voilà, comme je t'ai dit, c'était un championnat très très jeune, mais agréablement surpris par le niveau. Et du coup, toi, t'avais quel âge du coup quand t'es arrivé? Donc moi, je suis arrivé là-bas, je devais avoir 25 ans et demi, je devais être entre mes 25 ans et mes 26 ans. Du coup, tu faisais partie, malgré tout, ton âge, des plus anciens. Quasiment, tu commençais à être... il n'y avait pas beaucoup de joueurs au-dessus de 25 ans dans ton équipe, donc tu faisais partie des anciens, quoi. Du coup, après ton passage en Slovénie, te voilà à Saint-Amand. C'est ça. Donc après mon passage en Slovénie, pareil, j'ai énormément galéré donc avec une pubalgie. Donc je venais d'avoir une petite fille, j'avais pas envie de réembarquer une nouvelle fois ma famille là-dedans, donc j'ai décidé de rentrer, donc de revenir en France, dans un premier temps de me re-soigner, et donc de penser surtout à l'après. Donc j'avais déjà en tête de pouvoir passer mes diplômes, et donc trouver également un club qui puisse me correspondre, proche de Valenciennes ou proche de mes origines Compiègne, que je puisse donc encore continuer à jouer un petit peu, et surtout donc passer mes diplômes d'entraîneur de football. Donc c'est pour ça que j'ai atterri donc à Saint-Amand. Okay. Et la relation avec le club, elle s'est faite direct? C'est-à-dire que tu les as contactés en disant j'aimerais bien jouer ici, ou c'était le coach de l'époque qui m'avait contacté donc avec le président. Je les avais rencontrés, on s'était entendu donc sur les termes. Moi je leur avais parlé aussi de mon envie donc de passer donc mes diplômes, et ils ont dit on peut t'accompagner. Donc ça s'est fait assez naturellement et sans trop de problèmes. Donc l'accroche s'est bien faite. Moi je connaissais déjà Saint-Amand un petit peu, du fait que j'ai joué à Valenciennes, donc on est à une dizaine de minutes, donc pour moi c'était l'idéal.
j'avais plus envie non plus de m'embarquer sur des 30-45 minutes de route pour pouvoir m'entraîner et pouvoir jouer. Donc pour moi, c'était le deal idéal, quoi. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es à Saint-Amand? Donc maintenant, ça fait 2 ans et demi, ça va faire 3 ans en fin d'année. Et donc c'est ça, 3 ans où je joue ici et où j'entraîne. La première année, j'avais pas entraîné donc les petits. J'avais passé donc mon diplôme à la fin de ma première année et depuis donc je coach en même temps que je continue de jouer un petit peu. Du coup, tu as toujours connu la N3 avec Saint-Amand. Donc on était, la première saison que je suis arrivé, on est R1, on fait deuxième. La deuxième saison, on fait R1, on monte en N3. Et cette année, on est N3 et on va sûrement descendre en R1, pardon. N1, ce serait beau, mais R1. C'est difficile de passer du monde pro à l'amateur? C'est très difficile sur l'aspect en fait mental, caractère, mais des joueurs pas forcément le mien. Donc moi j'étais habitué à beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur et beaucoup de compétitivité. Et sur le fait d'être compétiteur, et en fait moi j'ai atterri ici et en fait on se rend compte que tous les joueurs et en plus tous les jeunes joueurs, et on n'est pas manipulé par la même chose. Donc il y avait des gros décalages sur ce que moi j'avais envie de faire et sur ce que je pouvais faire et sur ce que mes copains aussi donc faisaient et la mentalité qu'ils avaient. Mais eux voilà, ils avaient jamais été non plus habitués à ça. Moi aussi il fallait aussi que je m'adapte aussi au club où je venais. Mais moi par exemple faire du foot pour du plaisir, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Si je veux faire du foot pour du plaisir, je vais au City et puis jouer avec mes copains. À partir du moment où on est dans un club, le fait d'avoir de grosses valeurs d'abnégation, de courage, de solidarité et en plus de jouer au ballon donc quand on l'a, ça me paraît primordial et essentiel. Donc le plus gros décalage il s'est fait vraiment là-dessus où ça a été compliqué, où j'ai dû prendre vraiment sur moi pour me dire bah faut que tu fasses un effort, sinon t'arrêtes au bout de 6 mois, quoi. Donc il y a un vrai moment en fait d'adaptation entre les deux mondes. C'est ça. Et si on parle un peu plus terrain, c'est quoi les grandes différences justement entre les exigences que tu parlais du monde pro avec celles du monde amateur? Bah, l'exigence, en fait, je pense que le staff fait beaucoup. Donc à partir du moment où vous n'avez pas en fait une salle de musculation, du matériel pour récupérer, des kinés tous les jours, donc un préparateur physique, athlétique qui peut vous accompagner en salle. Pour moi c'est la plus grosse différence. Si vous amenez ça dans une structure amateur, je pense que très vite votre club il monte R1, il monte N3, il monte N2, il monte N1, quoi. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là où vous pouvez développer, où il faut développer. Parce qu'en fait techniquement on se rend compte que moi il y avait des joueurs en R1 qui étaient aussi doués que des joueurs qui s'entraînaient avec moi en Ligue 1 ou en Slovénie. Donc après le problème c'est d'être concentré sur 90 minutes et pas sur 10-20 minutes. Et en général, le joueur professionnel, il réussit à être concentré sur 90 minutes, il ne fait pas d'erreur pendant 90 minutes. Le joueur amateur, au bout de 20-30 minutes, quand ça commence à être un petit peu plus dur athlétiquement, il va commencer à louper des passes, à louper des contrôles. Et c'est plus là-dessus, je pense, où la diff se fait, quoi. Donc finalement, en fait, c'est pas en termes de niveau, c'est tout ce qui est autour de ça. C'est plus l'accompagnement, ouais. Pour moi, c'est plus l'accompagnement, le mental, ouais, le physique. Et après, forcément, tactiquement, ils n'ont pas appris ce que nous on apprend dans un centre de formation. Donc, c'est là où il y a de gros progrès à faire pour certains clubs amateurs, quoi. Parce que je pense que si vous donnez la chance à tous les petits qui, dès le départ, on est au final sur la même ligne de départ. Si vous mettez le bon éducateur, le bon coach au bon endroit, je pense que tout le monde peut aspirer à aller au plus haut niveau, quoi. Donc, et c'est là le plus important, c'est de donner la chance et la même chance surtout à tous les enfants, quoi. Et l'axe de progression, je pense qu'il est là. Il est là. Il est là, pas que ici, hein. Je parle de manière générale, parce que nous, sincèrement, c'est quand même un club très bien structuré avec de très bons éducateurs, où le club mise beaucoup aussi sur l'école de foot, sur la préfo, sur la formation. Mais ça reste pour moi primordial et hyper important pour des clubs amateurs de continuer de former, à développer et intégrer leurs jeunes joueurs en équipe première, quoi.
Donc la formation est très très importante. Pour moi, elle est primordiale. Et je pense même dans des structures professionnelles, je pense qu'on ne forme pas si bien que ça. On a surtout de la chance d'avoir un gros vivier en France avec des joueurs qui ont des qualités physiques déjà en avance, avec des joueurs, je parle en région parisienne, qui sont des petits sur des cities, sur du foot de rue, donc eux ils se développent assez naturellement et je pense que c'est ce qui fait qu'ils sont en avance sur certains joueurs, hein. Et je pense que ça on pourrait aussi l'optimiser, la formation en France, que ce soit en club professionnel ou en club amateur. Je pense que les deux ils sont pas à leur apogée et je pense qu'on peut vite et bien le développer. Il y a encore beaucoup d'amélioration des deux côtés. Bah ouais, mais tant mieux, c'est ça qui est bien aussi. Sinon on se dit, oh bah, je sers à rien, ça sert à rien que je fasse ci, ça sert à rien que je fasse ça, et on reste à la maison, enfin notre métier. Donc c'est ça qui est motivant et qui est aussi cool, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et ta vision du football amateur, est-ce qu'elle a changé depuis que tu y es ? En fait, c'est quoi ta vision du football amateur quand tu étais en monde pro et en fait, c'est maintenant? Bah moi j'avais quitté le milieu amateur depuis mes 13-14 ans, donc avec l'entrée définitive donc en troisième année à Clairefontaine, puis derrière le centre de formation à Valenciennes. Donc j'avais pas le recul nécessaire, j'ai mis 15 ans à y remettre les pieds. Moi comme je l'ai dit, j'ai la chance d'être à Saint-Amand. On est quand même dans un milieu amateur mais qui est très très bien structuré, donc au final il n'y a pas une si grande différence, sauf au niveau des infrastructures comme on l'a dit, au niveau de l'accompagnement, mais sinon il n'y a pas une si grande différence et je pense que l'écart s'est beaucoup réduit depuis ces dernières années, hein. Et on le voit même sur des résultats sportifs, des fois sur des matchs de coupe. C'est de plus en plus compliqué pour des clubs professionnels parce que les clubs amateurs travaillent aussi de mieux en mieux et le niveau se rétrécit pour moi, donc il pourrait encore plus se rétrécir. Donc il n'y a pas d'acquis ni d'un côté ni de l'autre, donc il faut continuer. Et tu penses qu'il pourrait se rétrécir justement avec des outils supplémentaires qui peuvent être accessibles justement au football amateur? Bien sûr. Là, nous on a la chance ici d'avoir 3 caméras VO. Donc la vidéo déjà c'est un gros point. On fait pas encore d'analyse vidéo, mais ça je pense c'est un vrai axe aussi que l'on peut avoir. Le troisième axe après c'est plus du financier. Les clubs amateurs ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus au niveau financier, mais c'est vraiment avoir un staff plus élargi, avoir vraiment une cellule performance, avoir une salle de musculation même si elle était assez petite, avoir beaucoup plus de matériel. Mais après ça on est limité sur l'aspect financier où voilà, un club amateur reste un club amateur et ne peut pas rivaliser avec un club professionnel, sinon on le saurait. Après sur un match on peut, mais sur la durée vous pouvez pas. Mais il y a clairement des vrais outils comme on en a discuté en off. Avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qui peuvent se développer très très vite et donc ça peut vraiment aider les structures amateurs qui n'ont pas de gros moyens par rapport aux structures professionnelles qui ont un budget assez conséquent, quoi. En tout cas, chez Sphera, on travaille dans ce sens-là pour justement aider les clubs amateurs à de plus en plus performer justement, par exemple en Coupe de France. Bien sûr, c'est bien, c'est important, ça reste la vitrine en fait pour un club amateur, la Coupe de France reste encore la vitrine, quoi. Donc c'est hyper important. C'est vrai. Bon, on a vu même avec le Pays de Cassel qui joue contre le PSG ou des choses comme ça. Bien sûr, ça reste des moments inoubliables pour ce genre de club, quoi. Donc c'est bien, très bien. C'est vrai. En tout cas, le football amateur, il lui reste encore des très très belles choses à... Il a des belles années devant lui. Après, il faut aussi prendre en compte que la personne qui vient travailler dans le milieu amateur pour le côté financier, en fait, il faut qu'il oublie, il faut qu'il vienne pour la passion, pour l'envie de transmettre, l'envie de développer, l'envie d'accompagner, et l'envie d'éduquer, de former. Et après, il faut des hommes avec beaucoup de valeur, et malheureusement, les hommes avec beaucoup de valeur, les hommes ou les femmes, on en voit plus beaucoup et on en perd de plus en plus, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Une petite dernière question, est-ce que tu n'aurais pas une histoire football amateur depuis petit, que ce soit en coach ou en joueur, bien cliché? Le plus cliché que j'ai eu,
Alors, c'est pas forcément dans les vestiaires, c'est pas forcément après les vestiaires. On entend des fois la troisième mi-temps ou quoi que ce soit. C'est vraiment, donc c'était un match, il me semble, un match de coupe où on est arrivé, pourtant c'était une équipe de R1. On est arrivé, on s'est changé dans des bungalows, la douche était froide, le terrain, impossible de faire deux passes. Donc ça c'est le plus cliché que j'ai eu jusque présent. Moi vous me mettez sur un terrain comme ça, je suis incapable de jouer. On va dire mais c'est qui lui? C'est le pire joueur de tout terrain parce que moi malheureusement heureusement j'ai été habitué à jouer que sur des galettes et quand vous n'avez pas l'habitude de jouer sur ce genre de terrain, c'est dur donc non ouais c'est le plus cliché entre guillemets. J'ai pas eu de choses trop hardcore donc ouais, c'est cet aspect-là, un peu terrain champêtre, pas de tribune. Je sais même plus s'il y avait de l'herbe sur le terrain, donc compliqué. Mais le match s'était quand même bien passé. On avait perdu 1-0. Ah là là, bon, on va pas en parler. On va pas en parler. On va finir zappe. là-dessus. En tout cas, Pas de Marco, problème. on te remercie pour Pas de problème. Merci à vous. tes réponses. Merci à vous. Bon courage. Marco, on va te proposer un petit challenge de réaliser un geste que tu affectionnes tout particulièrement et comme ça tu nous le montres et tu pourras l'expliquer ensuite pour ceux qui veulent essayer. Pas de problème, vous savez moi c'est que contrôle et passe en match, mais là on va démontrer le coup franc. Allez c'est parti. Music licensing reimagined. Marco, on va te laisser expliquer comment on peut tirer un aussi beau coup franc que tu as tiré. Aussi beau, après vous savez c'est un peu, faut de la réussite. En général on tape pas non plus le ballon quand le temps est sec, quand le terrain est humide ou que le ballon est mouillé. Donc tous ces paramètres là ils sont à prendre en compte. Donc moi ce que je fais c'est en général, je prends la petite valve ici. L'objectif c'est taper la valve. Bien entendu on cherche une zone sur le terrain qui pas sur un creux, donc plutôt aérien ou du moins plat. Après, objectif, ne pas prendre un trop gros angle parce que pour la soulever au-dessus du mur, ça va être compliqué. Donc moi, en général, je me mets sur un angle entre 30 et 45 degrés. Et derrière, l'objectif, c'est bien de le prendre entre l'intérieur du pied et le cou du pied. Donc normalement, vous devez la taper avec cette partie-là du ballon. Pour pas qu'elle soit brossée, pour pas qu'elle soit coup du pied, il faut que vous réussissiez à la monter sans qu'il y ait trop d'effet. Donc moi c'est comme ça que je les travaille. Artlist.io. Music licensing reimagined.